Hop. Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour le VOD. Nous sommes toujours sur la lecture de En toute puissance, écrit par V6. On est reparti exactement à la suite de là où on était. Nous, on a fait une grosse pause, on a papoté, on a mangé, on a fait plein de trucs. Mais on va quand même se remettre un petit peu à la lecture. Est-ce que la réunion rend l'offenseur honteux de son comportement, mais pas de sa personne ? Le modèle de justice réparatrice est basé sur le modèle néo-zélandais qui vise une honte réintégrative chez l'offenseur. Autrement dit, l'offenseur doit avoir honte du comportement, mais pas honte de sa personne, ni se sentir humilié. Les signes de honte chez lui montrent que le processus et sa facilitation ont réussi en partie. 83% des accompagnateurs de la victime estiment que l'offenseur s'est senti honteux de son comportement, ainsi que 62% des offenseurs, 61% des victimes, 56% des accompagnateurs d'offenseurs. Ah, ça c'est marrant. T'as le Tavanaxo, c'est vrai. Alors effectivement, alors là en fait, pour ceux qui sont en VOD sur YouTube, juste avant on vient de passer un sacré moment à faire des shoutouts pour mettre en avant tout un tas de personnes qui produisent du contenu intéressant et pertinent en fait sur Twitch et sur YouTube. Mais j'ai pas mis en avant effectivement la taverne. La Tavanaxo, c'est la chaîne Twitch. Justement de V6 et Shaika. Donc je rappelle que là le livre qu'on lit c'est le livre écrit par V6 et Shaika elle s'occupe un petit peu plus de la chaîne YouTube Horizon Gull, mais néanmoins elles ont la même chaîne qui est donc Tavernaxo, sur laquelle elles arrivent de temps en temps à streamer, pas souvent effectivement, souvent c'est après une sortie de vidéo qu'elles le font pour faire un petit peu on va dire le bilan de la vidéo qui a été produite, de qu'est-ce que quoi, comment est-ce qu'elle a été pensée, conçue, créée la vidéo, qu'est-ce qui a été mis de côté, pourquoi, s'il y en a eu, faire un peu le service après-vente en fait de la vidéo tout simplement. Là je fais pas de shoutout parce que sinon je vais me remettre à faire des shoutouts et on va pas s'arrêter, on va repasser encore 1 heure à faire des shoutouts. Donc cette fois-ci non, mais voilà, faut y penser effectivement qu'il y a une chaîne en soi de Twitch, même si elles produisent assez peu de contenu dessus. Là ce qui est rigolo par rapport à ce qu'on avait lu tout à l'heure, c'est que ça fait un peu l'inverse. Les personnes qui croient le plus que il y a des signes de honte, que l'offenseur est honteux de ce qu'il a fait, c'est les accompagnateurs de la victime. Ensuite, c'est les offenseurs eux-mêmes. Ensuite, c'est les victimes. Et enfin, c'est les accompagnateurs d'offenseurs. On retombe un peu sur la même thématique. C'est que finalement, ceux qui ont le moins confiance, on va dire, aux offenseurs, ce sont les accompagnateurs d'offenseurs. Ce sont eux qui déjà estiment que l'offenseur a le moins compris les effets de ce qu'il a fait. C'est également du coup ceux qui croient le moins que l'offenseur a honte de son comportement. Donc c'est assez cohérent en soi, hein. Ça on retrouve la cohérence dans le truc. La seule différence qu'on a, c'est qu'ici, c'est les accompagnateurs de la victime et non pas les offenseurs qui estiment le plus qu'il y a un impact. Là où tout à l'heure, c'était les offenseurs qui le plus disaient qu'ils avaient conscience des conséquences de leurs actes. Là, finalement, c'est pas eux qui ont le plus l'impression d'avoir honte de leur comportement, c'est plus les accompagnateurs de la victime. C'est intéressant à savoir. Et la différence est quand même notable, puisqu'on passe de 83% pour les accompagnateurs de la victime à 62% pour les offenseurs. C'est quand même assez gros, c'est assez intéressant. Après, si ça peut aider les offenseurs à avoir un soutien social pour ne pas recommencer, pourquoi pas, je ne sais pas. Par rapport à quoi ? Par rapport au fait de ne pas être cru pas être cul, bien sûr. Par rapport au fait de ne pas être cru par les accompagnateurs d'offenseurs. Du coup, sachant qu'en l'occurrence, là, du coup, les accompagnateurs d'offenseurs, ce sont les parents. Parce qu'on rappelle que les offenseurs sont des mineurs. Là, ce sont forcément des mineurs. C'est le cadre dans lequel c'est fait. Sur le fait que les accompagnateurs ne soient pas convaincus de la honte. Alors, globalement, on a notifié que le manque de confiance de la part des parents n'est pas une bonne chose, en fait. Parce que, justement, on a des comportements qui sont extrêmement problématiques derrière. Parce que ça ne soutient pas la personne, en fait, l'offenseur. Si vous voulez qu'il y ait un vrai changement de la part de l'offenseur, c'est notamment ce qu'on a vu avec l'autodétermination plus tôt dans le livre, alors sur d'autres thématiques, hein, où justement on montrait bien qu'il fallait qu'il y ait un cadre dans lequel la personne se sente adéquate, capable de pouvoir faire des choses. Or, si vous vous retrouvez dans une situation où l'encadrement ne vous croit pas,
Et bah malheureusement ça n'a pas marché. Parce que là du coup il y a littéralement un parent sur deux qui n'a pas confiance en son gamin. Qui estime que son gamin est une sale teigne, qu'il n'a pas honte, que ça restera une sale teigne. En gros. Et ça pose problème. Parce que ça met une pression monumentale du coup sur l'offenseur et ça le dirige pas dans la bonne situation, ça le dirige pas du tout dans la bonne direction. En fait, on revient sur un modèle qui est un modèle du punitif. Sauf que le modèle du punitif ne sera pas mis au sein d'une prison, a priori. Ça sera mis un modèle punitif au sein de la maison, au sein du foyer. Autrement dit, dans l'espace où normalement l'enfant, l'adolescent, puisque c'est plus probablement des adolescents là, le mineur, on va rester sur un terme neutre, le mineur est a le plus besoin en fait d'avoir un bon encadrement. C'est là où finalement il en aura le moins du coup. Et ça pose problème. Ça va pas du tout spécialement aller dans le bon sens pour le coup, parce qu'on a au contraire pas un soutien social. Au contraire, on a un manque de confiance dans ses capacités, un manque de confiance dans sa remise en question, un manque de confiance dans le fait que il puisse être meilleur, devenir meilleur. Donc c'est pas très bon, c'est pas très bon. On voit ici que l'objectif de honte est réussi, et surtout que les parties perçoivent le sentiment de culpabilité de l'enfonceur durant la réunion. Surtout s'ils le connaissaient auparavant. Les chercheurs ont remarqué que les délinquants étaient généralement assez discrets lorsqu'ils parlaient de l'infraction, et écoutaient les opinions des autres. Leur tête était souvent baissée lors de la séance, et ces signes ont été généralement interprétés par les participants comme le fait que l'offenseur se sentait honteux. Une victime affirme par exemple « certainement » qu'il était honteux. Définitivement. Le voir assis là, par rapport à ce que je sais de lui, car, je veux dire, il est très jeune, et il était blotti en toute petite boule, et qu'il en sorte ou non, même lorsque je lui ai serré la main à la fin, il s'est senti très honteux et embarrassé. Les chercheurs précisent qu'il y avait des affaires où l'offenseur ne reconnaissait pas l'acte comme le sien. Il y avait potentiellement des erreurs judiciaires. On voit donc là une limite de la justice restauratrice. Elle n'est vraiment possible que si la culpabilité est vraiment reconnue et prouvée. Et là, c'est un autre aspect qui est problématique, c'est que on veut un coupable. Et ça, c'est un problème qu'il y a de manière plus générale dans la justice, qu'on a dans le fonctionnement. On veut un coupable, y compris quand, en fait, on n'en a pas. Y compris quand, en fait, on ne sait pas. Y compris quand, en fait, on n'est pas sûr. Et donc, potentiellement, la personne en face, elle n'est pas responsable, qu'elle est potentiellement innocente. C'est juste trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Pourtant, on peut avoir quand même toute la machinerie qui va se lancer, avec tout l'impact que ça peut avoir. Et sur des personnes jeunes, comme là c'est le cas avec des mineurs, ça peut avoir un impact qui est horrible. Ça peut vous détruire quelqu'un en fait. Surtout si derrière on vient rajouter la problématique qui est que les parents ne te croient pas, que les parents ne te soutiennent pas, voire que les parents appellent à te pourrir, comme on a vu avec le témoignage du père. On a vu un témoignage d'un père qui disait non mais franchement, si c'était pas un délit, moi je voudrais vous voir lui défoncer sa gueule là. Alors, il avait pas dit ça comme ça, mais c'était quand même l'idée. Attendez que je retrouve le passage, parce que c'était quand même chaud. C'était... Je pense que si vous n'étiez pas en train de commettre un délit, je ne m'opposerais pas à ce que vous lui donniez une raclée. Le père qui dit ça devant le gamin, au flic. Ou au flic et à la victime et les victimes. C'est quand même grave violent, en fait. Parce que c'est quand même censé être la personne qui doit te protéger, qui doit t'encadrer, qui doit être là, avec toi. C'est ton parent. Là, c'était son père. Et non seulement il te croit pas, mais en plus, il envoie ça dans tes dents, devant public, dans un cadre quand même institutionnel un peu vénère, parce que bon, la police, c'est pas non plus coucou, venez, on va manger la barbe à papa, quoi. C'est grave en fait, parce que si derrière, en fait, cette personne, on l'accuse de ça, mais qu'elle est pas responsable, vous imaginez les dégâts sur le long terme ? Au niveau confiance en elle-même, au niveau de l'image qu'elle va avoir, et notamment du coup de l'image qui sera transmise par le père, par les potentielles victimes, etc. Alors qu'elle est innocente, on est quand même sur quelque chose qui est un peu grave en fait. Et ça, c'est un des problèmes de la justice à l'heure actuelle. On a beaucoup trop tendance dans nos systèmes, qui sont actuellement répressifs, à vouloir justement faire de la répression envers et contre tout, même si en fait on ne sait pas. Même si en fait la personne qu'on est en train de charger, finalement, peut-être qu'elle n'est pas responsable. Et ça pose problème, ça pose vraiment problème. Quand c'est parce que là on parle, on soit d'accord, on parle de dégradation par exemple d'un appartement, ce genre de choses. On parle pas de faits beaucoup plus graves, ça a bien été précisé. On parle pas de viol, on parle pas d'agression physique, etc. où la personne est reconnue et identifiée par les victimes.
On parle là de quelqu'un qui est rentré chez lui, qui a vu que son appartement était en sbeul, et que du coup, quand l'enquête a avancé, ils ont fini par déterminer par l'enquête que c'était tel adolescent qui était là, ou ainsi de suite. Donc, encore une fois, potentiellement, se tromper. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance directe ou quoi. Dans ce cas-là, c'est quand même un gros problème. C'est quand même un très gros problème. Je continue. Parfois, bien que le délit soit reconnu par l'offenseur, ce dernier ne voit pas en quoi c'est un réel problème. C'est souvent le cas pour la consommation illégale de cannabis, où les personnes estiment n'avoir rien fait de mal et qu'elles n'ont pas honte. Et là, il faudrait peut-être parler aussi du coup de arrêter de nous faire chier avec, putain de merde, la drogue. Vraiment. À un moment donné, il faut bien se rendre compte que les gens qui se droguent, c'est pas sans raison. Dans la société dans laquelle on vit, où on nous défonce la gueule constamment avec des impératifs dans tous les sens, etc., où on a littéralement rien, on voit qu'on fonce droit dans le mur, franchement, fumer une latte de cannabis, ça va pas... Enfin, c'est pas la fin du monde, hein, et c'est pas forcément grave, quoi, hein, parce que le coup de la drogue, c'est mal, vous voyez, là, tout ce côté très, comment dire, très conservateur, en fait, sur le point de vue de la drogue, c'est de la merde. Il faut que les gens aient conscience des dangers qu'il y a à la consommation de la drogue. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une part des choses qu'il faudrait effectivement mettre en avant. Mais là, du coup, c'est une question de faire de la prévention, etc. Par contre, juger que tu n'as pas le droit de faire ça, je trouve ça rigolo. Sachant surtout que derrière, on a tout un tas de problèmes. Par exemple, au pif, hein, par hasard, hein, vraiment par hasard, avec l'alcool, où là... aux F complet, on vend l'alcool, il n'y a pas de problème, tu peux te défoncer ton foie, ton cœur, tout ce que tu veux, on s'en branle. Pourtant, c'est des matières qui, on le sait, ont ces effets-là. Mais ils ok. Parce que socialement, c'est accepté. Par contre, tu vas fumer une latte de cannabis, là, ça va le faire. Là, c'est pas bien, ça, socialement, c'est pas accepté. En tout cas, dans certains cercles. Notamment les cercles qui font ce genre de loi derrière. La drogue, c'est de l'automédication. Bizarrement, mes potes addicts, une fois qu'ils sont pris en charge par un psychiatre, et ben ça va mieux. Comme quoi, hein. Est-ce que ça serait parce qu'en fait, on vit dans une société oppressive et violente et qu'en fait, c'est un moyen d'échapper un petit peu, au moins, à tout ce qui va pas, parce que justement, on est complètement laissé pour compte et dans la merde? Non, quand même pas. Pourtant, c'est ce que semble indiquer tout un tas d'études faites depuis des dizaines d'années par justement tous les professionnels de la santé qui s'intéressent à cette question-là. Mais on va continuer à dire que c'est pas bien et à punir très très violemment et à vous mettre en prison pour ça. Voilà, bref. La question de la honte suscitée par le processus est aussi délicate, car conceptuellement, cette honte n'est réparatrice que si elle est vécue par l'offenseur comme concernant son acte et non sa personne. Or, cela semble parfois être allé trop loin. À l'autre bout du spectre, il y a les quelques répondants qui ont répondu à cette question, de savoir si l'offenseur avait honte, de manière à laisser entendre que l'élément de honte du processus était allé trop loin. Par exemple, une victime à qui l'on a demandé si la rencontre avait fait honte au délinquant a répondu « Oui, je pense que oui ». C'était un peu comme une humiliation publique, n'est-ce pas? C'est de la merde, faites pas ça, faites pas de l'humiliation publique. Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs, tout à l'heure, quand on avait les témoignages des flics qui étaient en mode non, mais là on fait en fonction de ce que vous nous avez dit, mais nous c'est pas comme ça qu'on fait, et nous on fait mieux. Non, ils font pas mieux parce que justement, ils vont dans l'humiliation. Ils vont dans ce côté, encore une fois, répressif, mais qui ne répare rien, en fait, qui ne permet pas de passer au-dessus. Si tu fais sentir à quelqu'un justement le fait qu'on l'humilie, qu'elle doit avoir honte de lui en tant qu'individu, bah tu vas juste la pousser vers des comportements de plus en plus destructeurs, voire autodestructeurs, et ça n'a rien de bon, socialement, ni pour la personne, ni pour le cadre social dans lequel elle vit en fait. Je commence à me demander si Résu ferait pas un peu l'apologie de la sociologie. Faut faire un signalement pour dérive sectaire, vous croyez? Non. Après, la différence entre honte et humiliation, quand on n'est pas formé, la différence est subtile. Tout à fait. Et c'est pour ça que là, c'est bien dit que la question de la honte, qui est suscitée par le processus, est délicat. Parce que on peut très vite basculer de l'un à l'autre. Après, tout à l'heure, on était clairement... la limite était claire. Le flic disait bien que, en fait, la victime, on s'en fout. Le point important, c'est qu'il lâche l'info sur ses camarades, qu'ils sentent qu'il vaut moins et qu'il est moins. Quand t'es là, tu fais bon, ok, enfin là, voilà. Il y a clairement une gradation dans l'importance, on va dire, en termes d'humain de l'un par rapport à l'autre, et c'est pas ok, parce que là on est dans l'humiliation, là on est dans le rabaissement de l'autre, on n'est pas sur rends-toi compte des conséquences de ton acte, de ce que ça entraîne chez autrui, de pourquoi est-ce que ça pose problème, ce que ça fait comme conséquence, on est sur tu es une sombre merde.
tu es une sombre merde et tu vaux moins et tu es ridicule et tu es pitoyable et honte de toi. Enfin, il y a quand même une différence qui est très vite visible. Et c'est d'ailleurs tout le problème justement du processus actuel qu'on a au sein de la police, hein, qui déjà ne fait même pas de justice réparatrice, hein, déjà, juste on est toujours dans la justice répressive, c'est qu'on est vraiment dans cette vision de l'humiliation. On va te mettre plus bas que terre. Parce que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, qui était contre la loi, peu importe ce que c'est, alors on va te réduire, alors on va vraiment te mettre à terre, te montrer que tu ne vaux rien. Et c'est bien. C'est une injustice pour moi ça. Et bonjour Vulgadroit. C'était vraiment une injustice. Que tu vas bien. Bonjour, bonjour. On est en pleine lecture de sciences humaines et sociales. Et plus précisément, on est sur la justice réparatrice. Et bah là, du coup, sur des tests de justice réparatrice qui ont été discutables. Et donc dans les gens dont qui j'ai pas fait un petit shout-out tout à l'heure, il y a Vulgadroit. Voilà. Après comme je vous ai dit, je vais pas refaire des shout-outs. Déjà tout à l'heure, je vous ai dit bon là, on s'arrête là. Mais en soi, Vulgadroit est une des personnes à qui j'aurais pu penser de faire un petit shout-out. Bien sûr, parce que bah c'est qualité. C'est qualité. Continuons du coup le texte. Afin de voir si le processus de honte n'allait pas trop loin, les chercheurs ont demandé si la réunion avait fait que l'offenseur se sente comme une mauvaise personne, ce qui serait signe d'un échec durant le processus. 38% des offenseurs ont estimé qu'ils se sentaient comme une mauvaise personne. 27% des victimes l'ont estimé, 28% des accompagnateurs d'offenseurs, 33% des accompagnateurs de victimes. Donc là, on repart sur un autre problème si on a tendance à trop régulièrement individualiser. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Déjà, tout à l'heure, je vous ai dit, alors qu'on comprenne bien, là, on critique la police, le fonctionnement de la police. On ne critique pas Jean-Michel le policier. C'est pas la même chose. L'individu ne nous intéresse pas. Le problème de l'individu et de son comportement existe. Si Jean-Michel le flic a un comportement raciste, on va le dénoncer. Hein, mais là, c'est pas le propos. Là, ce que nous, on dénonce, c'est le fonctionnement de la police, qui d'un point de vue de structure, de système, mène à ces comportements-là de ségrégation, de discrimination, de violence oppressive, etc. Et donc, il faut bien se rendre compte que ça marche pareil dans l'autre sens. Si vous venez, en fait, considérer que la personne qui a fait une offense, dans là, le cas notamment de la justice réparatrice, si vous estimez que la personne qui a fait une offense est en fait foncièrement, factuellement, tout le temps une mauvaise personne, vous n'avez pas compris le principe. Vous n'avez pas compris le principe, vous êtes passé à côté. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est une personne qui a fait une mauvaise action. Et c'est pas la même chose. On peut faire des mauvaises actions. Vous et moi, on fait forcément à des moments des mauvaises actions, des mauvaises choses. C'est normal, c'est obligé. Parce que on grandit dans tout un tas de systèmes, dans tout un tas de contextes, où quelque chose qui n'est pas problématique dans l'un peut être problématique dans l'autre. Ça arrive, c'est triste, c'est comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous le faites, ça ne veut pas dire que vous êtes intrinsèquement une horrible personne. C'est que là, vous avez fait une mauvaise action. Il va falloir la réparer, c'est mieux, c'est bien, c'est le but de la justice réparatrice. Mais ça ne veut pas dire que foncièrement, tout ce que vous ferez sera forcément mauvais. Or, si vous partez du principe que vous êtes mauvais, ou que vous partez du principe que les personnes qui ont commis une faute sont forcément, factuellement, intrinsèquement mauvaises, vous partez du principe qu'en fait, elle ne pourra jamais faire rien de bien, que dans tous les cas, elle ne sera que mauvaise. Et c'est là où ça pose problème, parce que les gens ne sont pas leurs actions. Les gens sont un ensemble d'actions, qui parfois peuvent être mauvaises, parfois ne le sont pas. Encore une fois, tout dépend du contexte, tout dépend aussi du bagage qu'elle a. Si vous attendez à avoir des comportements très féministes, très ouverts, très pro-LGBT, etc., d'un mec blanc, cis, hétéro, aisé, venant d'une famille d'extrême droite, va falloir se coucher tôt, hein. Ça va pas arriver tout de suite. Ça peut arriver, hein, qu'on soit d'accord. Mais la personne a malheureusement pour elle un bagage, un cumul d'éléments qui fait qu'il y a très peu de chances qu'elle produise ce comportement-là. A contrario, il y a toutes les chances du coup qu'elle produise un comportement violent, sectaire, d'extrême droite, fasciste, qui est un mauvais comportement. Est-ce que intrinsèquement ça veut dire que la personne est mauvaise ? Non. C'est-à-dire que la personne a malheureusement pour elle évolué dans un contexte qui est très mauvais et qui fait qu'elle a des codes qui sont très mauvais et donc des comportements qui sont très mauvais. Mais en fait, elle peut tout à fait évoluer. C'est pas simple,
c'est pas ce que je vais vous dire, hein. Je vais pas vous dire, oh bah il suffit d'attendre et puis d'un coup la personne facho sera plus facho et puis oh là là, Marie, miracle, tout change bien et tout le monde est heureux et puis en fait il y a des petits arcs-en-ciel partout. Non, bien sûr que non. Mais ça veut dire que c'est pas une, comment dire, elle n'est pas destinée à forcément être une sale race envers et contre tout. Elle peut tout à fait évoluer, parce que par exemple elle peut sortir de son contexte, elle peut par exemple, on l'a déjà vu avec les profils SDO et RWA, vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un qui a toutes les situations justement qui amènent à ça, qui va par exemple tout perdre, qui va avoir une maladie qui se déclenche, qui va devenir handi, qui va tomber sur une rencontre, tomber amoureux d'une personne racisée, par exemple, qui va finalement, par un contexte particulier, parce qu'elle sera rentrée dans tel amphithéâtre à la faculté, qu'elle aura vu tel cours, je ne sais pas, peu importe, aura eu quelque chose qui l'a fait sortir un tantinet de son cadre habituel. Et en sortant juste un tantinet de son cadre habituel, elle se rendra compte, potentiellement, au moins en partie, au moins un début, que justement son cadre il est pourri en fait. Son cadre habituel est nul à chier, il est oppressif, il est violent, il est raciste, etc. Et donc peut être amené à modifier son comportement et justement à quitter ce cadre. Et ça c'est là où bien on voit que justement les personnes ne sont pas forcément mauvaises intrinsèquement envers et contre tout. Tout est une question de contexte. Une personne qui est une personne qui a fait une offense, là quand on dit offense, hein, on parle du coup d'un mineur qui a fait un crime, un délit, hein, c'est bien le fait qu'elle a fait une mauvaise action. Mais elle n'est pas intrinsèquement une mauvaise personne. Bien sûr que non. Encore moins quand on parle en plus de ça de mineurs qui ont littéralement toute leur vie devant eux. Je rattrape un peu le chat. C'est l'institution qu'il faut critiquer, tout à fait. La structure est composée de Jean-Michel. Il faut quand même étudier l'ensemble des comportements des Jean-Michel, non? Oui, bien sûr qu'il faut étudier l'ensemble des comportements des Jean-Michel. Mais en fait, se centrer sur Jean-Michel fait un comportement raciste n'est pas suffisant. Il faut comprendre pourquoi est-ce que Jean-Michel fait un comportement raciste. Et il faut se dire, est-ce que Jean-Michel 1 a le même comportement que Jean-Michel 2? Et si on se rend compte que en fait Jean-Michel 1 et Jean-Michel 2 ont le même comportement, il faut se dire, qu'est-ce qui fait que dans cette institution, Jean-Michel 1 et Jean-Michel 2 ont le même comportement, qui est un comportement toxique? Est-ce que c'est l'institution qui fait ça? Ou est-ce que ce sont les gens comme ça qui font que l'institution ne contient que ce type de profil? Et ainsi de suite. Et quand on travaille notamment le cas de la police, typiquement, on se rend compte que, en fait, bien sûr que non, ce n'est pas les Jean-Michel qui constituent l'institution, qui font que l'institution est une institution de facho. On se rend compte qu'il y a tout un tas de profils, il y a une prépondérance des profils plutôt d'extrême droite, plutôt fascistes, plutôt racistes, etc. dedans, c'est vrai, mais on constate qu'il y a tout un tas de personnes qui rentrent dans l'institution, qui n'ont pas du tout cette vision-là, qui n'ont pas du tout ces convictions-là, qui n'ont pas du tout ce cadre-là, mais l'institution, de par la manière même dont elle est constituée, va les pousser dehors, va les corrompre, on va dire, petit à petit, va les habituer à ce cadre fasciste, raciste, etc., discriminant. Et il va finir à produire justement des Jean-Michel 1, Jean-Michel 2, Jean-Michel 3 qui ont les mêmes comportements toxiques et violents. Et c'est là où on se rend compte que du coup le problème n'est pas un problème d'individu mais un problème de système. Mais bien sûr que pour comprendre la structure, il faut forcément comprendre les Jean-Michel qui sont dedans. Mais c'est pas parce que tu comprends le Jean-Michel qui est dedans que tu juges le Jean-Michel qui est dedans. Et c'est ça la distinction en fait. Jean-Michel n'est pas forcément intrinsèquement quelqu'un qui est toxique parce qu'il est toxique. Jean-Michel 1, qui a des comportements toxiques, l'est parce qu'il est dans une structure et un contexte qui le pousse et qui valorise ses comportements toxiques. Et Relilith, bien mangé? Oui, très bien, c'était fort bon. On a repris la lecture, on a fait une grosse session shutout, on a mis en avant pas mal de créatrices de contenu. D'ailleurs, j'ai relancé un petit peu pour le forum, donc n'hésitez pas sur le Discord, je vous le redis, point d'exclamation Discord, dans la section forum, vous avez du coup un thread qui a été créé tout à l'heure par Céron pour mettre en avant les créatrices de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, qui font du contenu de qualité. Donc n'hésitez pas évidemment déjà à aller le consulter au fur et à mesure qu'il va se compléter, mais n'hésitez pas surtout à le compléter vous également. Je continue à rattraper. Le problème avec ce discours, c'est que je suis passé de c'est la faute de Kevin à Kevin a de mauvaises circonstances, c'est pas sa faute. Comment est-ce qu'on fait la balance entre les deux? Parce qu'en ce moment, j'ai tendance à excuser tout le monde et j'ai l'impression que c'est pas sain. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas parce que tu comprends que ce n'est pas de sa faute que tu excuses. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. C'est pas parce que vous comprenez que le comportement qui a été produit par un Kevin est un comportement nul à chier, qui n'est pas de sa faute, mais qui est quand même un comportement nul à chier, que du coup ça enlève le comportement nul à chier. Son comportement nul à chier est toujours là. Vous pouvez tout à fait, et c'est votre droit de dire je ne veux pas pardonner à Kevin, je ne veux pas passer à autre chose
avec Kevin parce que vous ne l'acceptez pas, parce que ça ne vous va pas. Par contre, ça vous permet quand même de vous rendre compte que tout le monde peut avoir ce genre de comportement, même vous, que vous vous rendiez compte ou pas, sur d'autres questions en fait, et que même si là ça passe pas avec Kevin pour X raisons, parce que vous n'arrivez pas à passer au-dessus ou quoi, vous vous rendez compte que c'est pas forcément quelqu'un qui envers et contre tout sera forcément mauvais tout le temps. C'est pour ça qu'il faut bien, y a une question en fait de responsabilité et il y a une question après d'émotionnel rattaché, et c'est deux choses qui sont séparées et on a trop souvent en fait tendance à les rattacher. Parce que j'aime bien quelqu'un, et ben en fait je vais estimer que c'est pas sa faute. Et à contrario, parce que j'estime que c'est pas sa faute, et du coup il faut que j'essaye d'enlever le côté émotionnel qu'il y a avec. Alors que non. On peut tout à fait se rendre compte que quelqu'un a fait une mauvaise action, a fait une connerie, pour différentes raisons. Mais en fait, il en est quand même responsable. Il a quand même fait cette action. Et de fait, du coup, si ça va pas entre toi et lui, ça va pas entre toi et lui, et puis c'est tout, quoi. Enfin, il faut pas se forcer non plus derrière à trouver des excuses. Comprendre les tenants et aboutissants du comportement ne c'est pas excuser, c'est comprendre. Il faut bien rester là-dessus que on comprend les comportements, on comprend ce qui amène à avoir ces comportements, on comprend le pourquoi, on comprend le comment, c'est bien, c'est très très bien. Ça n'est pas pour autant une excuse, ce n'est pas un passe-droit, ça n'enlève pas la responsabilité de l'action. Si la personne a fait l'action, elle l'a fait. Quand bien même ça ne dépendait pas d'elle, quand bien même on peut se rendre compte qu'au final, c'est parce qu'elle a grandi dans un bagage très particulier et du coup toxique, violent, etc. Ça n'enlève pas qu'elle l'a fait. Elle peut changer, elle peut évoluer, et peut-être que d'ici 5, 10 ans, on sera sur un autre profil de personne qui aura bien évolué et qui aura été on va dire justement excusée parce qu'elle aura réparé son comportement, parce qu'elle aura justement enlevé l'impact négatif. Ce qu'elle a fait par le passé sera toujours là, bien sûr, mais elle n'aura plus le même comportement. Le problème en fait, c'est que trop souvent, on a tendance à confondre un peu les choses et à se dire parce que en fait, je me rends compte que cette personne a eu un comportement horrible parce qu'elle a grandi dans un contexte horrible, alors on excuse tout, point, et on s'arrête là. En fait non, il faut voir si à partir de maintenant, qu'on a conscience de ça, et surtout que la personne a conscience de ça, est-ce qu'elle essaye de changer son comportement? Est-ce qu'elle essaye de réparer ça? Parce que si elle reste en mode « Ah non, mais c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai souffert dans mon enfance, donc du coup, c'est pas ma faute », mais qu'elle continue à avoir le même comportement toxique et violent, je suis désolé, mais va manger tes grands morts et t'auras jamais mes excuses. Hein. Tu pourras aller te faire bien foutre, hein, mais alors bien profond. Hein. La responsabilité, elle restera, quand bien même t'as été victime à un moment donné d'autre chose. Ça ne change rien. Si t'as conscience que justement t'as un impact négatif sur toi du fait de ce que t'as vécu et que du coup tu as un comportement toxique à cause de ça, mais que tu décides d'en avoir rien à péter, de pas le changer, de pas faire d'efforts là-dessus, non, hein, t'auras pas mon soutien. Hein. T'auras pas mon soutien du tout. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention, justement, et ne pas confondre comprendre et excuser. Comprendre et responsabiliser. Si tu comprends, ça change pas la responsabilité de la personne en fait. Tu comprends son comportement, tu comprends les tenants aboutissants, néanmoins, elle est quand même la personne qui a fait l'action. Je continue à rattraper un petit peu. Le truc c'est que le cadre toxique qui pousse à être facho pousse aussi à ne pas se remettre en question, à avoir tout le temps raison, etc. On est d'accord là-dessus, c'est pour ça que je dis pas que, pour reprendre l'exemple que je disais tout à l'heure, si vous avez un facho et que vous attendez à ce qu'il ait des comportements de pas facho, c'est compliqué, on est d'accord, c'est clairement pas avec le bagage justement qu'il a qu'il va se remettre en question facilement. Mais on constate que ça s'est déjà fait plusieurs fois, à pas mal de moments. Et c'est pour ça que c'est important de bien se rendre compte que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Les gens ne sont pas de manière innée des gros connards fachos de l'enfer. Non, c'est parce que ce sont des gens qui ont grandi dans des contextes fachos, qui du coup les poussent à avoir ce genre de comportement facho. Et donc de fait, ce n'est pas une fatalité, c'est un apprentissage social. C'est une construction sociale. Et comme toutes les constructions sociales, ça peut se modifier, ça peut se changer. Il faut juste les bonnes occasions. C'est encore une fois pas forcément simple à mettre en place, c'est pas forcément simple à voir, c'est pas forcément simple à finaliser, mais c'est possible. La justice réparatrice demande un sacré effort à gauche, car ça implique d'appliquer cette logique aux ultra-riches, aux fachos, aux libertariens, etc. Tout à fait. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à quand même vous dire que un Macron me débecte, que une Le Pen me débecte, qu'un Zemmour me dégoûte, etc. Je peux vous parler en long en large à quel point je déteste ces personnes-là. Pour autant, je suis relativement bien convaincu que la très grande majorité
sont globalement des gens qui sont dans des contextes, dans des conditions qu'ils font qu'ils ont ces comportements qui sont ultra violents, ultra toxiques à plein de niveaux et qui ont malheureusement des impacts sociétaux vu leur célébrité, leur portée. Mais le truc en fait c'est que c'est pas forcément de leur faute d'avoir ces comportements-là. Ils ont grandi dans un contexte, ils évoluent dans un contexte qui les pousse à ça. Et en sortir est très compliqué, surtout comme on l'a déjà vu quand tu es une personne qui a tous les avantages. Et quand tu es par exemple un Emmanuel Macron, qui est président de la France, qui a la moitié des médias qui te lèchent le cul en long, en large, à tel point qu'il doit briller, que tu as des thunes à plus savoir qu'en faire, que tous tes potes sont en train de dire que t'es incroyable et magnifique, et oh là là, qu'est-ce que t'es sublime, et en plus t'es jeune et ceci et cela, comment est-ce que vous voulez qu'il arrive à se remettre en question ? Bien sûr que c'est une sombre merde. Est-ce que pour autant c'est sa faute d'être une sombre merde ? Bah non. Il en est responsable. Il est responsable d'être une sombre merde et d'avoir ces comportements-là. Mais c'est pas sa faute. Vous voyez ? Ça doit être perturbant d'avoir le cul qui brille, n'est-ce pas ? Ça doit être pratique quand t'as besoin d'avoir de la lumière la nuit. Tu baisses ton fut et hop, c'est bon, t'as de la lumière, mais... Bref, pardon. Comprendre n'est pas excuser, ça c'est le discours de Jean-Billy Droitos pour tracher les sciences humaines et sociales, tout à fait. Bref, mettre de côté le dégoût que l'on a à l'égard de ces personnes qui défendent des idéologies néfastes pour les minorités les plus précaires. Ouais, tout à fait. Et voilà des canards. Un de mes ex était facho en étant ado, a fait le concours de police, etc. Et aujourd'hui c'est une meuf trans et anard, il y a de l'espoir, mais tout à fait. Et ça, justement, c'est un des trucs qui est intéressant avec la police, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on l'avait vu un peu plus tôt. Le truc qui est intéressant avec la police, et c'est là où on voit que c'est l'institution qui pose problème, parce que c'est la manière dont est fait l'institution qui fait qu'on a autant de fachos au sein de la police, c'est que les personnes qui n'ont pas le fond facho, ou qui ont un modèle de fascisation qui est finalement pas si solide que ça, quand ils rentrent dans une institution comme la police, soit ils finissent par se conformer au reste, soit ils sont drastiquement repoussés très très loin de la police. Et c'est ça qui est phénoménal. Typiquement, ton ex, du coup, à l'époque, et ben en fait, elle devait pas encore être si facho que ça. Elle devait avoir des comportements qui étaient notamment dus peut-être au contexte familial, peut-être à un contexte amical, etc. Qui faisait que, du coup, elle avait des comportements à l'époque de gros connards, on va dire ça comme ça, qui l'ont amené peut-être aussi à faire le concours de la police, à vouloir rentrer dedans, etc. Mais probablement qu'une fois au sein de l'institution, du coup, elle a constaté un certain nombre de choses. Déjà, elle a dû constater qu'elle était une meuf trans. Ça, c'est un premier point. Elle a dû constater aussi, du coup, la fascisation qu'il y a de manière très large, tout le temps, à tous les niveaux. Et en fait, il y a dû avoir un rejet. Et du coup, elle est partie très très loin. Ce qui arrive très régulièrement pour les gens qui ne sont pas vraiment très solides sur la construction justement de fascisme. Faut pas oublier un autre truc, un truc qui est très important. On l'a montré, notamment plusieurs études qui avaient été montrées dans le texte. Alors il y a 6 mois pour nous au niveau de la lecture du live. Pour les gens qui regardent la VOD sur YouTube, quelques lives en arrière, quelques VOD en arrière. On s'est rendu compte que les profils qui ont des très hauts scores en RWA, en SDO, donc en right-wing autoritarisme, en autoritarisme de droite, et en SDO, Social Domination Orientation, l'orientation à la dominance sociale, en gros les scores qui permettent de savoir est-ce que tu es de droite ou pas, très facilement, en gros c'est les scores qui étudient, si tu as des très hauts scores là-dessus, généralement tu es de droite extrême droite, voilà, pour faire très simple. On avait constaté que justement les comportements oppressifs, les comportements d'extrême droite, les comportements fascistes, si vous épuisez drastiquement, mentalement, la personne qui a en temps normal des comportements racistes, fachos, discriminants, etc. Voilà. Si elle a ce genre de comportement-là, et que vous l'épuisez vraiment très très fort avec des très gros tests qui vraiment bouffent cognitivement, épuisent cognitivement, et que quand elle est en état d'épuisement cognitif, vous lui faites repasser des échelles de mesure au niveau de ses actions, pensées, paroles racistes, etc., vous vous rendez compte que les scores baissent drastiquement. Et ça, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que c'est une construction sociale qui doit être maintenue. En gros, naturellement, alors je mets ça en gros guillemets, sous-entendu, en fait, être raciste n'est pas quelque chose qui est inné, c'est une construction, et c'est une construction qui se maintient, qui doit se maintenir pour rester en place. Et donc, quand vous fatiguez spécifiquement des fachos, en gros, ce que vous constatez derrière, qu'on peut peut-être passer des échelles de mesure, c'est qu'ils répondent beaucoup moins, en fait, aux triggers, justement, fachos.
Parce que comme ils sont épuisés cognitivement, ils n'ont pas de ressources à allouer pour maintenir ce système raciste, ce système discriminant. Et du coup, puisqu'ils ne sont pas capables de maintenir ce système-là, ils n'en font pas utilisation, ils n'en font pas preuve, puisque ils n'ont pas les ressources nécessaires à maintenir le système en place de racistes, de fachos. Et ça, c'est super intéressant. Exactement, V6 qui revient au meilleur moment. Donc du coup c'est l'épuisement de Lepage fait en 2017 effectivement sur les RWA et donc c'est quand même grave intéressant parce que encore une fois on revient sur l'idée qui est dit là, les victimes, pas les victimes, les offenseurs ne sont pas intrinsèquement des personnes mauvaises. Tout comme, dans d'autres cadres, les personnes racistes ne sont pas intrinsèquement, naturellement, depuis leur naissance, des personnes racistes. Ce sont des constructions sociales qui sont mises en place par le contexte, par la famille, par les amis, etc. et qui se maintiennent très très fort. Et on a constaté à plein de moments, par plein d'expériences, que ce soit des expériences scientifiques ou par des expériences dans le sens des gens qui montrent par leur existence même que voilà, c'est pas une fatalité, on remarque que justement, les personnes sont capables, avec le bon moment, la bonne chose, tout simplement de sortir de ce cadre-là. Il suffit du bon contexte pour les sortir de ce cadre-là, qui est ultra violent, et du coup pouvoir justement devenir une bonne personne, devenir quelqu'un qui n'est pas facho, c'est mieux. Voilà, faites ça. En gros, faites faire des équations ou des énigmes à vos collègues fachos pour diminuer leur discrimination. Valide, moi je dis oui. Oui, faisons ça. Je pense qu'il faut faire passer des gros partiels de maths, un truc bien vénère, à Macron et toute la clique du gouvernement à chaque fois qu'ils doivent aller en réunion des ministres. Systématiquement. T'imagines, pour rentrer dans la salle du Conseil des ministres, pour rentrer dans l'Assemblée nationale, tu dois faire 3 heures de tests ultra durs en maths. Ça va peut-être baisser drastiquement les trucs de cons, les trucs débiles qui nous sortent dans tous les sens là et qui sont ultra violents. Comment vous avez fait pour faire un pays utopique qui n'est pas du tout fasciste? Ah on leur a fait des contrôles de maths. Quoi? Ah ouais, contrôle de maths, systématiquement. T'es élu, tu fais un contrôle de maths tous les jours, 3 heures. Ah, ça sera drôle, ça serait très drôle. Ça serait très drôle. C'est pas éthique de fatiguer les gens exprès. Alors c'est pas éthique, ça dépend le contexte. Je dirais que dans le cas du contexte d'une étude de sciences humaines et sociales où justement tu veux tester les faits ou quoi, puisque les gens en fait viennent participer à l'expérience, si c'est éthique, ça me pose pas trop de problèmes. Après, dans la vie de tous les jours, faire exprès de mettre des contrôles de maths de 3 heures ultra compliqués, c'est vrai que c'est peut-être pas éthique, mais en même temps, il y aurait une certaine utilité. Parfait, ça va réduire mon envie déjà inexistante de faire partie du gouvernement, n'est-ce pas? Je le sens, je l'appelle, je le dis, c'est l'arnaque. Non, mais en vrai, imaginez, ça serait drôle. T'es élu, t'imagines le mec qui est élu, déjà il a pas voulu être élu. Déjà, partant de ça, ça me ferait mourir de rire. On se retrouverait dans la situation où les gens se battraient pour ne pas être élus. Ils feraient des campagnes pour se dévaluer. Non, mais votez pas pour moi. Non, mais je suis un gros gland là. Arrêtez. Non, mais vraiment, votez pas pour moi, c'est pas bien. Faites pas ça. Non, mais je suis pas une personne compétente. Je sais pas m'occuper d'une ville, encore moins être député à l'Assemblée nationale. Votez pas pour moi. Alors que par contre, mon collègue, il est super doué. Votez pour mon collègue. Ça peut être incroyable. Ça doit être assez drôle. Alors en fait, tu dois remplir une fiche d'éthique et tu dois pas les laisser partir direct après. Oh là là, il y a tellement de choses qu'il faudrait faire. Ça peut être incroyable. Aux USA, les étudiants sont payés en EC. Je sais pas ce que c'est un EC. Quand ils participent aux études, ça me semble légit. Crédit d'études, peut-être. C'est quoi EC? Je sais pas ce que c'est l'acronyme EC. Je sais pas. Je ne sais pas. Crédit d'études du coup, ouais c'est bien ça, ok. Oui c'est pas déconnant hein. Moi alors quand j'étais en études, il y a un peu moins d'une décennie, un tout petit peu moins d'une décennie, j'avais l'obligation de participer à des études. On était obligé parce que c'était pas des crédits d'études, mais on avait en gros un certificat qui disait que oui on avait participé à une étude et on avait l'obligation de participer à 2 études par an. Et après, pendant que j'étais à la faculté, il y a eu le changement avec l'Europe. On s'est retrouvé avec les crédits européens qui ont été mis en place. Ça a été le sbul du coup.
Parce qu'il a fallu en gros adapter toute notre manière de quantifier, on va dire, les connaissances françaises sur la manière de quantifier les connaissances européennes. Ça a été très fun, vraiment c'était cool. Et du coup là on est passé sur des crédits d'études européens et c'est vrai que là il me semble que pour le coup c'était plus une obligation d'avoir la petite attestation, c'est parce que ça remplissait un point, enfin 3 points je crois même. Je crois que ça donnait 3 crédits. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Ça me parle un truc comme ça, donc ça m'étonne pas pour le coup, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bref, tout ça pour dire que à la base on en était sûr. C'est quand même bien de bien se rendre compte que les personnes qui ont fait donc une offense, donc là les mineurs, ne sont pas intrinsèquement des mauvaises personnes. Que vraiment, rester sur cette vision du truc, elle est débile à tous les niveaux. Comme tout à l'heure on disait, c'est absolument pas pertinent de partir du principe que le problème c'est Jean-Michel le policier qui a un comportement toxique. Hein, c'est pas le cas, enfin si c'est le cas, Jean-Michel le policier a un comportement toxique, mais ce qui est important de prendre en compte c'est la structure policière, c'est l'état policier, la fonction de la police qui produit les comportements toxiques des policiers comme Jean-Michel le policier au comportement toxique. Alors évidemment Jean-Michel, s'il y a un Jean-Michel policier, je suis désolé pour toi, tu dois être très trigger, mais en même temps si t'es policier, c'est que t'as pas compris que la police c'est pas bien. Donc demi-honte mais pas trop. Je continue le texte. Pour la question de cette perception de honte et sur quoi elle porte, il est nécessaire de connaître des transformations durant la séance, tant chez l'offenseur qui doit centrer cette honte sur son acte uniquement, hein, je reviens là-dessus, mais encore une fois ce qui est important, c'est bien d'identifier que c'est un mauvais acte et pas une mauvaise personne, c'est un acte mauvais, c'est quelqu'un qui a fait un acte mauvais, mais c'est pas une mauvaise personne. Donc de ne pas s'identifier au mal, ce qui ne lui permettrait pas de changer positivement, au contraire, parce que ça risquerait de l'enfoncer davantage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça pourrait le faire entrer dans des comportements notamment autodestructeurs, ou juste destructeurs, mais dans les deux cas c'est nul, donc faites pas ça, c'est pas bien. Et chez la victime, pour éviter des mécanismes de vengeance, ça aussi c'est bien, parce qu'on rappelle encore une fois, si la victime n'arrive pas à être réparée au niveau de ce qu'elle a subi, ça ne peut amener que à deux choses très nulles, grosso merdo. Soit la personne reste dans sa frustration, dans le fait qu'elle est pas bien, parce qu'elle a été lésée, qu'elle n'arrive pas à passer au-dessus, parce que du coup elle n'a pas été réparée. Soit elle rentre dans un deuxième cas, qui est très nul, qui est le « je vais me venger, je vais détruire en face, parce que j'ai souffert, quelqu'un doit souffrir », de préférence la personne qui m'a fait souffrir, et donc là en fait on est sur des modèles de société qui sont pas bons en fait, humainement c'est pas génial quoi, donc on va éviter, ne faites pas ça. Par exemple en voulant humilier au maximum l'offenseur, de ressentiment qui n'est en rien réparateur. On assiste davantage à ce type de transformation quand les offenseurs expliquent par exemple ceci. Je ne me suis pas senti une mauvaise personne, mais quelqu'un qui a mal agi doit payer pour cela, ce genre de choses. L'incident, en effet, m'a fait me sentir comme une mauvaise personne, mais la réunion m'a fait me sentir mieux dans ma peau, parce qu'elle m'a permis de gérer de façon juste le résultat de ce qui s'est passé. Une victime pense que c'est quand même un coup pour l'estime de soi de l'offenseur. C'est très difficile, je pense que c'est probablement le cas, que l'offenseur se sente comme une mauvaise personne, même si je pense que toute la réunion est organisée pour lui faire réaliser que vous détestez le péché et non le pécheur. Je pense qu'il est très facile de dire cela et de l'écrire dans le texte formel de l'introduction. Mais je pense que la nature humaine étant ce qu'elle est, ils pensent ce que leurs parents pensent et je pense que leur estime de soi en prend un coup. Ils pensent à ce que leurs parents pensent, pardon. Petite mauvaise lecture. Surtout que là, je vais rajouter un truc, du coup ils pensent ce que leurs parents pensent. Ils pensent, pardon, je vais venir par réussir à bien le dire. Ils pensent à ce que leurs parents pensent. Sachant que tout à l'heure, on a vu justement ce qu'a dit le père était ultra violent sur son enfant. Le père était en mode, aux flics, cassez-lui la gueule pour qu'il comprenne. Ce qui est quand même ultra violent, encore une fois. Sachant que les parents, c'est censé, sur le papier en tout cas, être un cadre qui justement va vous permettre en tant qu'individu d'évoluer, de tester, d'apprendre ce qui est bien, pas bien, etc. Mais un cadre qui est sécurisant. Un cadre dans lequel vous avez le droit à l'erreur, dans lequel vous apprenez, et qui est là pour notamment, certes, vous dire quand c'est pas bien, mais aussi vous dire à un moment donné, tu as le droit de te tromper, ça arrive à tout le monde, c'est pas si grave, retente mieux, tu peux faire mieux de telle manière. Bref, d'être aussi des gardiens, des protecteurs. Quand vous avez un parent qui littéralement, devant les flics, devant la victime, vous dit en gros, les flics, cassez-lui la gueule, il le mérite, c'est qu'une petite merde.
On repassera pour le cadre, hein. C'est pas très bien. Hein. Niveau évolution, après du coup du mineur, bah, je présume pas des choses très bonnes. Hein. Et effectivement, ne serait-ce qu'au niveau estime de soi, je pense qu'avec le père, là, on était servi. Mais il n'y a pas que l'estime de soi qui va prendre. Hein. Parce qu'au niveau développement, là, on est vraiment sur un truc qui était vraiment, vraiment horrible. D'autant le fait que les considérer comme des monstres et les déshumaniser, perso je trouve ça totalement contre-productif parce que déjà leur refuser un statut d'humain c'est oublier que si, c'est bien chez les humains que ça arrive et que ça peut complètement arriver à n'importe qui dans le bon contexte de faire des trucs. Les considérer humains c'est expliquer pour pas excuser en gros. Et justement les considérer comme des monstres a aussi tendance à être une forme d'excuse justement. Oui, tout à fait, en ayant cette manière d'estimer que bah, finalement ils ne sont pas comme nous, ça nous déresponsabilise, ça nous dit bah non finalement moi je pourrais jamais faire ça, je suis quelqu'un de bien donc voilà c'est bon. Et à ne pas nous remettre en question, à ne pas réfléchir à ce qu'on pourrait faire et du coup à ne pas forcément se rendre compte quand on a des actions qui sont purement et horribles, purement et simplement horribles envers d'autres personnes. Et à côté de ça, effectivement ça va aussi avoir cette action de pouvoir justifier tout ce qu'on peut faire sur la personne en disant bah de toute façon regardez c'est un monstre, c'est pas... Voilà, donc nous déjà on est excusés, nous ça peut pas nous arriver, c'est pas nous, parce que nous on n'est pas des monstres, mais en plus ça permet aussi de dire bah finalement c'est la faute à eux parce que eux en tant qu'individus sont des monstres, eux ils sont horribles, c'est pas bien, et en plus de ça ça nous permet de justifier tout ce qu'on peut leur faire derrière, tous les comportements horribles qu'on a en prison, de discrimination, etc. Première fois que j'ai entendu l'acronyme RG, c'était en manif. Il y avait un type chelou à côté de moi. Je me suis penché vers mon accompagnatrice pour lui dire que... Et elle a instantanément commencé à chanter RG, RG. Et moi j'étais en mode, hein, quel rapport avec Tintin? Il lui ressemble pas du tout. Oui. Et bonjour Antipé. Ah bah voilà, tout à l'heure je vous disais, quelqu'un qui fait du travail de qualité sur la justice réparatrice. Eh bah Antipé. Donc je vous le redis, tout à l'heure je fais un shout-out. Typiquement, Antipé fait de très très bonnes vidéos, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur YouTube, où on peut parler de justice réparatrice, de police, de pourquoi est-ce qu'il faut abolir notamment la prison, et bien mieux qu'ici. Voilà, n'hésitez pas. Mais Antipé, sautez-lui dessus, enfin en tout bien tout honneur bien sûr, mais allez mettre un follow chez elle déjà, c'est une bonne chaîne, et allez mettre un follow également sur la chaîne YouTube, parce que du coup elle fait vraiment du très bon contenu. Je continue à rattraper, du coup ça empêcherait aussi la prise en compte des situations où des personnes peuvent être à la fois victimes et bourreaux. Et ça aussi c'est un truc qu'on a dit tout à l'heure, merci du coup Antipé de le rappeler. Tout à l'heure je vous ai bien dit aussi, c'est pas parce que vous êtes victime que vous pouvez pas être bourreau, comme c'est pas parce que vous êtes bourreau que vous pouvez pas être victime. Et notamment c'est pour ça qu'on a parlé à un moment donné dans le chat du problème du call-out, du fait que faire un call-out pouvait enchaîner derrière sur tout un tas de comportements, de cyberharcèlement etc. et que c'était pas forcément idéal. Bon moi je vous disais bien que personnellement ma manière de voir les call-out, c'est pas un problème, c'est une réponse à un problème. Si vous avez un call-out à un moment donné qui se fait, notamment sur les réseaux sociaux, c'est généralement parce que les structures, les groupes sociaux où il y a un problème ne sont pas capables, pour différentes raisons, de prendre en charge ce problème et de le réguler. Et c'est pour ça qu'on finit par se retrouver dans des situations où finalement, les victimes n'ont plus qu'une seule solution, c'est de faire un call-out. Parce que la structure, parce que le groupe dans lequel elles sont ne peut pas prendre en charge justement cette situation. Et que comme elles sont seules, à défaut, au bout d'un moment, les victimes elles finissent par faire quand même quelque chose parce que au bout d'un moment, t'as envie d'un peu résoudre la situation, quoi. Certes, ça peut enclencher des problèmes, et certes, je comprends tout à fait quand on me dit que les call-outs ça pose problème parce que du coup on peut se retrouver avec des situations de cyberharcèlement, etc. Parce que notamment la personne qui est call-out est une personne qui subit par exemple de la discrimination, etc. Je l'entends parfaitement. Mais il faut pas oublier que c'est pas parce que vous subissez une discrimination quelle qu'elle soit que pour autant vous ne pouvez pas à votre tour produire des comportements inadéquats, notamment de discrimination, violents, etc. Et vice versa. Malheureusement, ça nous excuse pas, ça nous protège pas d'être une victime. On peut nous-mêmes produire des victimes, sans même s'en rendre compte, encore une fois. Et c'est pas forcément grave, dans le sens où, à un moment donné, tous, autant que nous sommes, vous, moi, n'importe qui, on va faire du mal à des gens, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'on ne peut pas être dans la tête de tout le monde. Pas tout le temps. Et surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux tels qu'on a, où on peut justement prendre la parole et toucher énormément de personnes très facilement, on peut tout à fait avoir des paroles, des actions qui vont avoir des conséquences qu'on ne pense pas, qu'on ne voit pas pour différentes raisons, parce qu'on est dans un certain cadre social, etc. Et pourtant faire quand même mal à des gens. Le problème, c'est à partir du moment où vous restez centré sur le fait que, niquez-vous, j'ai forcément raison et vous avez forcément tort et vous n'avez pas le droit de m'attaquer à moi parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est un problème. Il faut être capable de se rendre compte que oui, on peut faire du mal aux gens. C'est très triste, il faut essayer de l'éviter, il faut essayer de systématiquement essayer de l'éviter, mais surtout, quand on n'a pas su l'éviter, il faut être capable d'écouter les gens, il faut être capable de les écouter, de comprendre, d'entendre la critique, et de faire en sorte de essayer de ne pas la reproduire,
ou à minima de bloquer un maximum de situations où ça pourrait arriver, à minima. C'est un peu la paraphrase, mais c'est notamment parce qu'il y a 1 ou 2 semaines, j'étais chez une streameuse qui disait que justement, fallait considérer les gens qui commettaient des trucs affreux comme des monstres. Et bon, bah j'étais moyen d'accord quoi. Ah ouais, non, mais on fait pas ça, hein. Faites pas ça. Hein. Merci, j'étais pas encore là. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien, que tu te portes aussi bien que possible en typé. Chargez pas s'il vous plaît, juste allez voir sa chaîne. Oui. Je viens de finir un livre de Natasha Chetcuti, Ozo Horowitz, j'espère que je n'ai pas trop mal parlé et que j'ai bien dit le nom, sur les femmes en prison. Et c'est le cas de beaucoup de femmes condamnées pour des violences ou meurtres, mais avec zéro prise en compte des violences qu'elles ont subies. Mais oui, parce que derrière aussi, bien sûr, faut pas oublier aussi que quand vous êtes du coup un bourreau, il faut pas oublier que vous pouvez être aussi une victime, hein, parce que là j'ai fait un focus plutôt sur l'aspect inverse, mais parce que vous avez subi des violences, vous pouvez être amené à rentrer dans des processus dans lesquels vous produisez des violences. Et ça, il faut pas l'oublier, parce qu'à un moment donné, ça montre bien qu'il faut essayer de réparer. Il faut essayer de réparer les gens, pas juste être dans le répressif. Ça n'a aucun sens d'être dans le répressif. Parce que sinon, vous ne faites que reproduire un cercle vicieux qui va continuer à être un cercle vicieux et produire toujours plus de souffrance. Et socialement, c'est de la merde. Je pense qu'en tant que société, on peut mériter un peu mieux que ça. Et donc, effectivement, réparer, c'est un peu la base, parce que déjà, ça va permettre à la personne qui a souffert de moins souffrir, peut-être. Un peu, et surtout ça va éviter de reproduire encore ce cercle de violence, parce que du coup cette personne peut être amenée plus tard malheureusement à produire elle-même des violences du fait des violences qu'elle a subies. Du coup la personne qui a subi des violences va pouvoir potentiellement elle-même faire subir d'autres violences, qui du coup cette personne-là va elle-même peut-être potentiellement faire subir d'autres violences, etc. Bref, si on peut essayer d'arrêter ça, c'est bien, c'est mieux, c'est mieux. Une personne qui fait un call-out n'a pas forcément d'autres moyens de défense. Oui non mais c'est pour ça que moi personnellement, qu'on soit d'accord, je ne pense pas que le call-out soit un problème. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que tout à l'heure il y avait des gens dans le chat qui me disaient « Ah quand même le call-out ça pose un peu problème, etc. » Je pense que c'est pertinent de se poser la question du pourquoi le call-out. Est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Je pense que c'est important d'avoir un débat là-dessus. Voilà, notamment Lilith. Il n'y avait pas que toi, je crois que Axel aussi il en parlait, mais j'ai un doute. Je pense que c'est important d'avoir un débat là-dessus. Je pense que c'est vraiment pertinent. Mais je pense que c'est pertinent parce que notamment ça fait prendre conscience de pourquoi est-ce qu'il y a un call-out. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est typiquement un mécanisme qui se met en place en réponse à quelque chose et non pas un mécanisme qui se met en place de base. Et oui, effectivement, qu'on soit d'accord, on parlait spécifiquement des call-outs intra-communautaires de personnes discriminées. Tout à fait, on était sur un profil très particulier, il n'y a pas de souci là-dessus, je répète aussi là-dessus. Effectivement, on était quand même bien centré, mais en soi, je pense que ce sont des débats qui sont importants à avoir. Parce que ça peut avoir des conséquences, ça peut avoir des conséquences très graves, et notamment dans des sociétés qui ont quelques petits problèmes, on va dire de montée d'extrême droite comme les nôtres, ça peut très vite partir en cacahuète quoi. Voilà, si le call-in ne sert à rien, malheureusement t'as pas d'autre choix. C'est pour ça encore une fois que pour moi ça pose pas de problème, dans le sens où s'il y a un call-out, il faut se poser la question du pourquoi, et quasi systématiquement le pourquoi c'est parce que en interne, il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Il y a pour une raison X ou Y. Le call-in, en fait, c'est quand justement c'est dans le cercle, c'est quand c'est dans le milieu. Le call-out, c'est à partir du moment où c'est rendu public. Et où du coup, tu vas avoir une beaucoup plus grande large majeure des personnes qui vont être touchées, qui vont le savoir, parce que du coup, c'est tout le monde, qui soit dans l'affaire ou pas, qui le saura. Le call-in, c'est uniquement quand c'est entre les personnes qui sont concernées, qui ont subi, qui sont proches de la chose en elle-même, et où du coup, encore une fois, c'est parce que généralement, ça n'a pas marché, qu'on arrive sur un call-out. C'est parce que le groupe, que ce soit une structure, un groupe social juste, on va dire, d'incointance, parce que c'est souvent dans des structures qu'on observe ça, des structures comme des associations, ce genre de choses, mais pas que. S'il y a un call-out, donc que ça sort de ça, généralement c'est parce que justement la structure, le groupe social n'a pas su donner une réponse appropriée aux événements, aux problèmes qu'il y a. Et c'est généralement, du coup, effectivement, le dernier recours. À un moment donné, c'est quand t'as plus rien d'autre à faire, en tant que victime, soit tu te tais et tu continues de subir, avec les effets délétères qu'on sait que ça a, et donc ça peut tomber sur des choses horribles, ça peut tomber sur des personnes qui vont avoir des tentatives de suicide, ça peut être sur des trucs comme ça qui sont vraiment pas fous, on va dire ça gentiment, ou alors, cette solution-là, parce que t'en as pas d'autre, parce que t'as généralement des mois, voire parfois des années de démarches qui sont lancées derrière, et où il se passe rien. Ou juste il se passe rien du tout. Justement, il y a une demande de formation au call-in dans les groupes pour éviter que ça sorte. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. C'est pour ça, encore une fois, que je pense que c'est important d'avoir ce genre de débat. Parce que ça permet de comprendre le pourquoi.
Parce que justement, le call-out n'est qu'un symptôme, n'est quelque chose qui ne vient qu'après, en dernier lieu. Et si tu te poses la question du pourquoi, bah du coup, tu vas pouvoir remonter la piste et voir où est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Comme typiquement là, une formation à l'échange en interne, à la prise en compte en interne des problèmes. Et c'est très bien. C'est vraiment une chose qui est très pertinente à faire, pour le coup. Je continue un peu le texte. Les chercheurs pensent que le résultat, positif ou négatif, quant à un sentiment de honte non excessif, où la personne ne se sentirait pas plus bas que terre, tient à la qualité de la facilitation et des compétences du facilitateur. Notre propre sentiment est que la mauvaise animation a été l'un des facteurs à l'origine de ces sentiments, sans blague. Je vous rappelle donc du coup, alors là j'avais commencé à faire un petit dialogue, mais je vais vous rappeler quand même que tout à l'heure on a vu que les animateurs c'était les flics qui en avaient rien à péter de la victime, qui essayaient d'avoir un comportement humiliant avec du coup l'offenseur, et avec généralement le soutien des parents de l'offenseur, qui disaient non mais notre gamin c'est vraiment une sale teigne, il faut lui défoncer la gueule. Effectivement, quand tu parles là-dessus, tu te dis que bah oui, qu'il y a un petit problème au niveau de l'animation, du coup de ces réunions de justice réparatrice qui a pu poser du coup ce sentiment d'humiliation. Oui, c'est pas déconnant, oui. Oui. Je reprends du coup, notre propre sentiment est que la mauvaise animation a été l'un des facteurs à l'origine de ces sentiments. Certains animateurs semblant ne pas reconnaître que le but de la réunion n'est pas seulement de faire honte au comportement, mais aussi de laisser aux participants, y compris aux délinquants, un sentiment de résolution et de réinsertion. Les animateurs qui ont montré, lors de la séance de réparation, qu'ils voulaient terminer sur une note positive, ont montré une bien meilleure compréhension de la théorie sous-jacente de la honte, de la réintégration, que ceux qui ont parlé sévèrement dans le langage de la dissuasion lors de l'administration de l'avertissement. Même dans le cas où la rencontre a été bien facilitée, certains délinquants ont déclaré que la rencontre leur avait donné une mauvaise image d'eux-mêmes. Bon, ça c'est un peu malheureusement obligé. Quand on te met le nez dans ton caca, malheureusement parfois on peut pas éviter le fait qu'on se sente mal de ça. Même si les conditions sont plutôt positives et bien gérées. Les formations c'est souvent compliqué parce que chaque situation nécessite une réponse individualisée. Les formations ont tendance à normaliser et répéter les leviers de domination à long terme. Tout à fait. Là-dessus aussi je suis assez d'accord avec Antipé. Moi c'est un truc que j'ai constaté assez régulièrement quand j'étais en entreprise. Parce que du coup pour ceux qui ne le savent pas, moi à la base je suis psychologue social du travail des organisations. Mon travail à la base, avant d'être streamereuse, c'était d'aller en entreprise, généralement missionné pendant quelque chose comme 1 à 4 mois, pour en fait faire un bilan, gérer une situation de crise, m'assurer de la gestion des risques au travail, que ce soit les risques physiques, les risques psychosociaux, etc. Mettre en place des formulaires, mettre en place des formations. Et un truc qui a été repéré très rapidement, et pas que par moi, par tout un tas de collègues, c'est qu'en fait quand vous mettez en place justement des processus, vous avez beau répéter mais 150 fois aux intervenants, alors attendez, là je vous mets un plan d'action, mais prenez bien en compte qu'il faut individualiser la prise en charge, parce que d'une situation à l'autre, vous n'aurez pas les mêmes choses, vous n'aurez pas les mêmes relations de pouvoir, vous n'aurez pas les mêmes... tout un tas de contextes qui vont changer, qui font qu'il faut bien prendre en compte qu'il faut avoir une réponse spécifique à la situation, parce que chaque situation est malheureusement spécifique. T'as beau leur dire ça, en fait tu leur donnes un plan d'action, ils restent sur le plan d'action. Et quand ils restent sur le plan d'action, généralement ce n'est au bénéfice que d'une seule chose, c'est au bénéfice des structures. Et donc du coup, comme on vit dans des structures qui sont des structures généralement patriarcales, racistes, oppressives, etc., et vous devinez bien ce qui passe derrière après. Et ça c'est un problème, parce que vous aurez beau essayer de leur faire comprendre, le problème c'est que ce sont des gens qui en soi ne sont pas des personnes qui ont autant conscience et connaissance des procédures, enfin pas des procédures, des procédés, des tenants et aboutissants sociaux de ce genre de situation. Et de fait, ils vont essayer de faire un raccourci cognitif, ils vont essayer de faire un raccourci en termes de ressources, parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources, encore une fois, il n'y a pas forcément du tout une mauvaise intention, loin de là, mais quand vous n'êtes pas, on va dire, suffisamment vigilant et vigilante sur ça, en fait vous allez juste vous essayer de répondre à la situation avec les moyens que vous avez. Donc vous avez une boîte à outils qui vous a été fournie, vous allez rester sur la boîte à outils, vous n'allez pas sortir de la boîte à outils, même si la boîte à outils elle vous dit attention, il faudrait que tu penses à adapter spécifiquement quoi. Non, tu vas juste te servir de la boîte à outils.
Tu vas juste prendre le manuel qu'on t'a fourni, tu vas lire étape 1, étape 2, étape 3 et tu vas rester là-dessus, sans l'adapter. Et ça vraiment c'est un truc qui est ultra frustrant, parce que quand tu rentres dans une entreprise, que tu fais un certain travail, que tu reviens un an après, et que tu te rends compte qu'en fait tu es strictement au même point que quand tu es arrivé l'année dernière, parce qu'en fait tout ce que tu as fait l'année d'avant, et bah ça a été mâchonné, remâchonné et finalement standardisé, et finalement ça a fait un truc qui bah du coup n'est pas fonctionnel, parce que bah c'est un truc générique qui répond pas aux questions en fait du moment, qui répond pas justement à la spécificité des situations. C'est frustrant, mais en même temps, bah, les gens ils sont pas formés spécialement à ça, même si toi tu vas les former sur un outil particulier, sur certaines thématiques particulières. Le problème, c'est qu'encore une fois, on est sur des gens qui ont notre métier, qui ont notre vocation, qui ont d'autres connaissances, et qui tout au long de l'année ne vont pas penser à tout ça. Eux, ils sont pas en train de baigner constamment dans ces thématiques-là, dans ces fonctionnements-là, ils sont pas en train de se mettre à jour sur ces thématiques-là. Et donc forcément, quand il y a une situation une fois de temps en temps qui se produit, bah ils font plus vite. Ils font plus vite avec les outils qu'ils ont et avec les ressources qu'ils ont. Et généralement, ils n'ont pas forcément beaucoup de ressources à développer, et ils n'ont pas forcément beaucoup de ressources à donner dans la résolution de ces situations-là. Et c'est pour ça, encore une fois, que, comme dit Antipé, bah, malheureusement, trop souvent, on tombe sur une situation qui est pas individualisée. Et comme elle n'est pas individualisée, et bah, le problème, c'est qu'elle passe à côté du point. C'est dommage. Pas terrible l'animation, je préfère quand le CE proposait des soirées bowling. Désolé, ça me faisait rire. Mais non. Et l'individualisation, ça prend du temps, c'est ça, tout à fait. Ça va pas du tout correspondre déjà avec le rythme capitaliste, hein, ça, bon, vous le savez. En même temps, le rythme capitaliste, bon, c'est globalement marche et crève. Mais d'abord fais des thunes, mais marche et crève, laisse la place à d'autres pour marcher et crever à ta place, plus loin. Mais c'est vrai que l'individualisation, ça prend du temps, ça prend des ressources, de temps, d'énergie, de connaissances, etc. En fait, ça prend beaucoup de choses que les gens n'ont pas forcément. Surtout les gens en entreprise qui sont pas du tout spécialisés sur ces thématiques-là. Les bonnes intentions, des fois, ça ne suffit pas. C'est même parfois contre-productif. Donc, si les formations, ça marche pas, on est un peu coincé. Sauf à avoir un ou une spécialiste dans le groupe, ce qui n'est pas toujours possible. Et c'est justement ça le problème, en fait. C'est tout le problème, c'est qu'il faudrait qu'on ait facilement accès à des spécialistes, en fait. Il le faudrait. Sauf que dans la vie qu'on a actuellement dans nos sociétés qui sont capitalistes, qui sont patriarcales, qui sont masculines à plein de niveaux, on est très loin d'être dans l'idée déjà d'avoir ne serait-ce que justement une facilité d'accès à des spécialistes sur ces thématiques-là, parce que vous comprenez, on n'a pas le temps, on n'est pas des femmelettes, tout ça, hein, on connaît. Mais en plus de ça, ça rentre pas du tout dans le cadre capitaliste de il faut que ça soit rentable, il faut gagner de l'argent, et dépenser de l'argent, dépenser du temps, dépenser des ressources, etc. dans un spécialiste pour régler un problème, notamment émotionnel, etc. aux F-tiers, ça fait pas de l'argent en fait. Ça fait pas de l'argent, donc on s'en fout, on passe à autre chose et démerdez-vous avec. Ça vous pose problème, et ben on s'en branle. Voilà, concrètement c'est ça. Et ça on le voit à plein d'endroits. Tout à l'heure je vous le disais notamment, vous avez des gros événements qui se créent, ne serait-ce qu'en streaming, où vous avez justement quand même des thématiques très fortes qui peuvent être faites sur, je sais pas, par exemple le sexisme, ce genre de choses. Et on va vous sortir des trucs très cons. Par exemple, quelqu'un qui aurait un pseudo qui commence par un Z, vraiment par hasard, hein, va vous dire « Oui, mais en fait, je vois bien que cette personne est problématique, mais regardez, ça rapporte. Ça rapporte, donc je suis obligé de l'avoir. » Ok, c'est complètement contre tout le but de la structure qu'on est en train de mettre en place, là, d'événements caritatifs, tout ça, mais ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent, ça fait de la visibilité, donc on va le prendre en charge quand même, on va le faire venir. Toute ressemblance avec quelqu'un dans la vraie vie qui organise des événements, tournois de gaming, et qui a un pseudo qui commence par un Z et finit par Hathor, c'est par hasard, vraiment. Voilà. Bref, en soi les spécialistes ça pose problème aussi parce que ça veut dire qu'on se met sous leur tutelle. Ça aussi c'est encore autre chose. Mais oui, c'est vrai aussi. Dans l'idée, quand moi je parle de spécialiste, c'est vrai que je parle pas forcément de Jean-Michel spécifiquement spécialiste. Et ça c'est vrai que c'est un truc, on va retomber sur quelque chose que je vous parle souvent, l'autogestion. Est-ce que vous aimez l'autogestion? Quand c'est bien fait, on soit d'accord. Typiquement, il faudrait qu'on ait un peu plus, mais encore une fois, dans le cadre de capitaliste dans lequel on vit, c'est compliqué. Il faudrait qu'on ait un peu plus la capacité d'avoir des rôles fluctuants. C'est-à-dire que sur un moment donné, dans un contexte donné, on va laisser le lead de la situation, donc la direction de la situation à telle personne, parce que c'est la personne qui est compétente, c'est la personne qui est adaptée, c'est la personne qui est choisie par le groupe, etc. pour faire ce besoin-là, pour remplir le besoin-là. Mais il faudrait qu'on ait un peu plus la capacité de le faire de manière générale en fait, et du coup de faire fluctuer en fonction des besoins,
du moment, etc. pour ne pas retomber sur effectivement des situations de tutelle où il y a des personnes qui vont en fait prendre un ascendant sur les autres parce que finalement sinon on retombe dans exactement les mêmes situations de domination qu'on a déjà. Et là du coup c'est débile. C'est débile et ça ne sert à rien. Donc effectivement il y a beaucoup de problèmes qui sont à prendre en compte parce que c'est pas quelque chose de simple. C'est pour ça aussi que moi je vous fais toute une lecture sur un manuel d'autodétermination parce que le point important dans autodétermination c'est autodétermination. Vous voyez, c'est l'idée que justement en tant qu'individu on peut avoir un impact, sur nos groupes, tout comme les autres peuvent avoir un impact sur nous, et que justement il ne faut pas rester enclavé dans une position de moi je sais, toi tu sais pas, ou alors lui il sait et moi je ne sais pas, etc. On a à apprendre tous autant que nous sommes, on a à apprendre à chaque moment, à chaque situation de tout le monde, et tout le monde a à apprendre de nous aussi. En fait, c'est quelque chose qui est constant. On n'est pas à un moment donné l'espèce de alpha et oméga de toutes les connaissances, et puis c'est bon, on est le meilleur modèle de nous-mêmes, et puis on peut passer à autre chose. Non, on a tout le temps de l'apprentissage à faire sur plein de choses, tout le temps, constamment. Et dans nos structures aussi. Et c'est pour ça que c'est important justement de bien mettre en avant que tous autant que nous sommes, nous avons un intérêt à échanger. Nous avons intérêt à co-construire les choses. À justement ne pas rester enclavé et à surtout pas tomber dans ces systèmes où finalement on va remettre en place une domination faite par peut-être d'autres gens que ceux qui dominent actuellement, mais qui reste une domination et qui n'apportera du coup fatalement pas grand chose de plus intéressant que le modèle dans lequel on est déjà en fait. Enfin bref, après je me perds alors qu'on est censé parler d'un peu de justice réparatrice, mais vous avez compris l'idée. Bonjour Suze, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien aujourd'hui. Franchement, si le groupe de soirée épicé queer pouvait avoir l'accès à un psy pour faire de la prévention sur les BSS, ce serait vraiment bien. Oui, en effet. Je continue la lecture. En tout cas, j'espère que tu vas bien Suze, aussi bien que possible. J'en étais où? Je ne sais plus. En effet, certains facilitateurs ont conservé une question de l'ancien script que les chercheurs avaient pourtant recommandé d'annuler. Le facilitateur disait « J'ai dit plutôt que cette réunion n'avait pas pour but de décider si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Pensez-vous que vous êtes une bonne ou une mauvaise personne ?» Bah non, effectivement, faut pas faire ça. Ah, bordel de merde. Ah là là. Il s'agissait de vérifier les sentiments des personnes, mais c'était généralement interprété, à juste titre, comme un appel à un jugement personnel, hors de propos. Un parent d'offenseur raconte comment est-ce qu'il a réagi à celle-ci. Quand on vous dit que lorsque vous allez là-bas, vous n'êtes pas jugé sur le fait que vous êtes bon ou mauvais, et puis quand on vous le demande que lorsque vous êtes là, alors ça m'a un peu secoué. J'aime savoir ce qui se passe, je n'aime pas que quelque chose soit balancé comme ça. J'ai failli dire, bon, ça suffit, on y va. Bah oui, obviously. J'y vais à la prochaine, je vais être en retard chez la coiffeuse, ça va être terrible. Mais non, mais des bisous Solaris, merci d'avoir été là en tout cas jusqu'à présent. Passe une excellente fin de journée. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Et puis bon coiffeur. Un autre accompagnateur d'offense raconte: non, je ne pense pas que la réunion ait essayé de le faire se sentir mal. Mais je ne pense pas vraiment que ce genre de question aurait dû être posée. Vous sentez-vous comme une bonne ou une mauvaise personne? Vous savez, je pensais que c'était beaucoup demandé à un jeune de 15 ans, devant des étrangers, et 2 personnes assises dans un coin. Les chercheurs du coup en l'occurrence, et tout le reste. J'ai juste pensé que c'était une grande question et que c'était un peu personnel. Vous savez, quand nous parlions d'un incident, j'ai pensé que c'était bien. Mais ce genre de questions, vous savez, c'est le genre de questions que vous attendez d'un psychologue, d'un psychiatre, qui est qualifié pour poser ce genre de questions. Alors, en tant que psy social, voilà. Je pense juste que c'est un peu lourd. Ce n'est pas le but de... Eh bien... Je ne pensais pas que c'était le but de l'exercice d'hier soir. Là, je vais faire un petit topo, encore une fois, parce que du coup, la personne dans le témoignage dit je pense que c'est une question qui doit être posée par un psy. Non. C'est-à-dire que c'est relativement peu pertinent, à minima, dans une grande majorité des questions. Enfin, dans une grande majorité des conditions, c'est pas pertinent de poser cette question. Si tu te trouves dans une situation où, vraiment, tu vois que la personne en face de toi, que tu reçois en consultation, a l'air de se sentir vraiment mal dans sa peau, etc. Et que du coup, dans ce cas-là, tu as besoin de clarifier si vraiment c'est le cas, parce que tu as peur notamment que par exemple, il y ait un passage à l'acte, autodestructeur, ce genre de choses. Éventuellement, sauf que si tu le poses comme ça, brutalement, en fait, parce que c'est quand même très brutal en fait, qu'on soit d'accord, dire à quelqu'un tu penses que tu es une bonne ou une mauvaise personne? C'est quand même un peu brutal, surtout si on est sur du coup les conditions où tu es en consultation avec un psychiatre, un psychologue. C'est quand même un peu brutal parce que si la personne a effectivement des pensées destructrices, si la personne est effectivement dans un processus de destruction, voire d'autodestruction,
et qu'elle se sent mal dans sa peau, etc., et que tu viens lui mettre ça, potentiellement elle n'avait pas encore fait forcément jour à ça, elle a un sentiment diffus qui est là, peut-être effectivement présent, mais là avec cette question-là, potentiellement tu lui mets les deux yeux bien devant, bien dessus, et après tu vas lui dire au bout d'une demi-heure, bon bah allez au revoir à la semaine prochaine. Sauf que elle va rester avec les yeux dessus, pendant peut-être une semaine, ou plus, ou peut-être moins d'une semaine, parce que peut-être que du coup elle passera à l'acte. Donc en fait faites pas ça. Faites pas ça. Voilà, vraiment, non. Non. Soyez subtil, hein, vraiment. Apprenez à écouter les gens. C'est le point important. Normalement, quand vous êtes psychologue, hein, que vous recevez des gens en consultation, apprenez à écouter les gens. Vous n'êtes pas là pour poser des questions, pas vraiment. Hein. Vous êtes surtout là pour écouter les personnes. Vraiment. Elles vous donneront les infos. Il n'y a pas besoin de faire un focus dessus, et surtout si la personne n'est pas encore apte à le sentir ou quoi, enfin vraiment le faites pas quoi, enfin, et vous pouvez pas vous le savoir parce que vous n'êtes pas dans sa tête, vous pouvez pas savoir si elle est apte à le voir, à le regarder droit dans les yeux et à se dire oui ok je me vois mal ou pas, c'est chaud. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, personnes, effectivement, belle référence. J'ai l'impression que ça veut dire que la personne fait confiance à un psy et pas à un flic pour entrer dans leur intimité, ce que je peux comprendre. Oui, ça aussi je peux le comprendre parce que c'est une image sociale qu'on a construite comme ça. C'est pas forcément une bonne chose, mais oui, je comprends qu'on peut avoir ce genre de vision. Parce que socialement, on a construit que c'est normal de se livrer corps et âme devant un professionnel de type psy. C'est ce qu'on nous apprend. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Mais je peux comprendre que dans le cadre de nos sociétés, on le voit comme ça. On le ressente comme ça. Clairement, beaucoup plus que devant un flic, qui est un outil répressif pour l'État. Clairement. Est-ce que le processus a été perçu comme juste ? Tout d'abord, il y a la question du traitement équitable, et globalement, toutes les parties semblent très satisfaites. À la question est-ce qu'ils se sont sentis équitablement traités, le oui a été dit chez 100% des accompagnateurs de victimes. Alors attendez, il y a un petit schmilblick dans la phrase. Le oui a été dit chez 100% des accompagnateurs de victimes ont répondu oui. Il y a une petite coquille. 84% des victimes ont dû dire oui, 89% des offenseurs ont dit oui, 82% des accompagnateurs des offenseurs ont dit oui. On notifie encore que, pour le coup, les personnes qui sont le moins, on va dire, à fond, dans le côté réparation, etc., qui croient le moins, en fait, les offenseurs, ce sont les accompagnateurs des offenseurs. Les accompagnateurs des offenseurs, on le répète, dans cette situation-là qu'on étudie, ce sont les parents, puisque les offenseurs, donc les personnes qui ont commis un délit, hein, ce sont des personnes qui ne sont pas majeures en fait. Et de fait, comme ce sont des mineurs, ils sont forcément accompagnés par une personne majeure, quasi-totalité des cas par leurs parents. Et depuis le début, en fait, les parents, ce sont toujours ceux qui ont le moins haut score dans le fait de pardonner à l'offenseur, d'estimer que l'offenseur a conscience de la portée de ses actes. Ce sont toujours ceux qui ont le moins, c'était quoi tout à l'heure aussi, qui ont le moins confiance sur le fait que l'offenseur se sent honteux de ses actes. Là encore une fois, bah, ce sont ceux qui ont le moins haut score, ça reste quand même très bien, 82%, hein, mais ça reste quand même ceux qui ont le moins haut score sur le fait d'avoir l'impression qu'il y a eu un traitement équitable. Et ça, je pense que très clairement, ça vient à cause du fait que nous avons une société, enfin des sociétés, qui ont une manière de montrer l'éducation, de montrer le modèle familial qui est délétère, qui est pourri. On a trop tendance à avoir un système éducatif, d'un point de vue des parents avec les enfants, qui est notamment agiste de ouf, où il y a vraiment une infantilisation qui est complètement abusive, où les parents sont vraiment dominants, et dans un sens vraiment terrible, hein, à ne pas croire les enfants, à ne pas leur faire confiance, à estimer qu'ils mentent, qu'ils sont forcément poseurs de problèmes, qu'ils sont forcément de la chaîne lit, etc. Et donc on a forcément un cadre qui se construit qui est extrêmement délétère pour les enfants, pour les personnes qui sont donc mineures, parce que derrière, je vous rappelle encore une fois que ces mineurs vont forcément grandir, sauf que s'ils ont grandi dans des conditions qui ne les mettent pas en confiance, qui n'est pas un bon cadre d'évolution, et forcément ça va produire des adultes qui vont être complètement cassés derrière. Comment est-ce que vous voulez vous sentir bien dans votre peau si derrière vous avez eu par exemple 25 premières années de votre vie où vos parents vous ont répété encore et encore que vous étiez une sombre merde? Vous voyez? Après, j'ai l'impression que le fait que ce soit des mineurs avec les parents, c'est très spécifique. Peut-être qu'avec des adultes autonomes, le résultat de l'étude serait différent. Alors, je pense que le résultat serait sûrement un peu différent, mais probablement pas beaucoup.
parce que nous restons, encore une fois, une société qui est très agiste, nous restons dans une société qui infantilise très fortement, qui est très paternalisante, et du coup ça m'étonnerait pas que même s'il y a potentiellement effectivement des résultats qui seraient un tantinet différents, ça soit pas fondamentalement si différent que ça. Je pense qu'on resterait toujours assez nul, sachant que comme le dit Lilith, on constate que l'infantilisation des victimes est malheureusement, des victimes et des criminels, hein, est malheureusement très haute en fait. Elle est vraiment très haute. On le constate de manière récurrente. Je pense que si Antipé est toujours là, Antipé pourra probablement le confirmer parce que, encore une fois, Antipé travaille énormément sur toutes ces questions-là. Bonjour Abraka. J'espère que tu vas bien, merci. Tu es une fougère, Abraka-Babé. Oui, tu es une fougère maintenant. Je pense qu'Antipé pourrait probablement vous confirmer que le traitement, que ce soit des victimes comme des personnes qui sont condamnées ou en cours de condamnation, en processus de condamnation éventuelle ou quoi, sont très fortement infantilisés, malheureusement. Je viens de revenir. On était sur la... En fait, Axel se dit que potentiellement, là en fait, on constate que les accompagnateurs des offenseurs sont les personnes qui ont le moins confiance sur la validité du processus. Ce sont ceux qui croient le plus que l'offenseur n'a rien appris. Ce sont ceux qui croient le plus que l'offenseur n'a pas honte de ses actes. Ce sont ceux qui croient le plus qu'il n'y a pas un traitement équitable, etc. Sauf que là, on est dans un cas très particulier. Cette étude se fait avec des mineurs qui ont fait du coup une offense. Donc là, ça peut être dégradation d'un appartement, vol, etc. Et donc les accompagnateurs des offenseurs, ce sont leurs parents. Et donc du coup, Axel se disait, vu que ce sont les parents, est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a aussi peu de confiance envers les offenseurs ? Et moi, je pense personnellement que même si c'était des accompagnateurs qui n'étaient pas leurs parents et que c'était éventuellement pas des mineurs, c'était des majeurs, les offenseurs, je pense qu'on resterait sur des taux assez équivalents dans le sens où assez largement. Et bonjour Lindelion, bienvenue. Assez largement. Lindelion. Oui. Assez largement, les personnes qui ont commis une offense, qui ont commis un délit, etc., dans nos sociétés, sont très largement infantilisés, sont considérés comme des humains de moindre qualité. Donc personnellement, je pense que même si on n'était pas dans le cadre d'une étude qui se faisait un focus sur du coup les mineurs et leurs parents, je pense pas qu'il y aurait un grand changement. Il y aurait peut-être un petit changement, peut-être quelques pourcentages un peu plus élevés, allez, mais je pense que malheureusement on resterait dans des situations assez équivalentes, parce que la manière dont on voit les criminels, dont on voit les personnes qui sont potentiellement criminelles, parce que je vous rappelle aussi un autre truc, encore une fois, tout à l'heure on l'avait vu, là il y a des personnes qui ont subi ce processus de justice réparatrice, qui du coup ne sont potentiellement pas responsables. Hein, le cas là qu'il y a, c'est que la justice a estimé que c'était la personne qui était coupable, envers et contre tout, mais il passe pas par un procès. Ce sont les policiers qui estiment que le coupable, c'est Jean-Billy qui vit au coin de la rue. Ils ont estimé que c'était lui. Donc ils disent tu vas prendre un avertissement, etc. Mais ils ne sont pas forcément responsables. Ça peut être des personnes qui sont innocentes. C'est juste qu'ils ont un avertissement, et comme ils sont en dehors du cadre de jugement avec toute une procédure juridique, etc., ils sont obligés de subir ça pour justement ne pas déclencher toutes ces procédures qui pourraient potentiellement arriver à la conclusion que en fait ils sont innocents. Hein. Ils subissent cette procédure-là où déjà vous voyez qu'on les considère comme de la merde, quoi. Alors que potentiellement ils n'ont rien fait. Rappelons-le quand même. Et pourtant il y a ce comportement-là qui apparaît. Donc partant de là, imaginez sur des personnes où du coup c'est pas des mineurs et où on sait factuellement que oui ce sont bien eux qui ont fait tel ou tel délit. Je vois pas vraiment des grands changements au niveau des perceptions. On continuera à les infantiliser. Là déjà avec des mineurs qui sont potentiellement innocents, en fait on les infantilise de ouf. Vraiment je vois pas de grosse différence. Quand on voit toutes les pirouettes qui sont demandées dans les parcours de sortie de prison, je pense que oui. Ça, moi encore une fois ça m'étonnerait pas. Dans tous les cas, l'accompagnatrice a un rôle d'adulte responsable représentant du droit chemin. D'adulte protectrice, ouais, on notera ça. Hein. On reparle du père qui disait aux flics franchement ce serait pas un délit, je voudrais que vous lui cassiez la gueule pour qu'il apprenne. On repassera sur le côté adulte protecteur, hein. On repassera.
Vraiment, non. On va pas... Non. Non. En tout cas, bienvenue pour les follow. Vous arrivez sur des trucs un peu tristes. Hein. On est en train de parler de... Alors, en vrai, on est en train de parler de justice réparatrice. Ça, c'est bien. Mais on est en train de parler de tests de justice réparatrice qui sont pas bien faits. Voilà, c'est de la daube. On va dire ça comme ça. C'est vraiment... On constate que les flics sont en mode... Oui, oui, c'est de la justice réparatrice. Et les chercheuses sont là en mode... Non. Non, non. Ça marche pas en fait. C'est pas de la justice réparatrice, hein. Faites pas ça, hein. Donc bon, voilà. Voilà. Et puis l'agisme, ça daube et puis c'est tout. Oui, je suis assez d'accord. J'ai pas dit que Yal tenait bien son rôle. Ah oui, ça clairement, oui. Finalement, cette infantilisation, c'est surtout une forme de volonté de contrôle. Et finalement, bah, c'est le but du système pénal dans son ensemble. Donc le point commun, c'est peut-être le contrôle. Je sais pas. Vu ainsi, il y a du sens, hein. Il y a du sens. Je crois que j'ai vu le marqueur de VOD, non? Ouais, j'ai vu le marqueur de VOD. Je dois couper la VOD. Petite fougère de YouTube, on va lire un tout petit peu plus, puis je vais couper pour l'enregistrement de YouTube. On en était là. Un tel score positif peut apparaître étonnant au regard des problèmes de processus de justice restauratrice qui auraient pu être soulevés par les chercheurs. Mais par ailleurs, il rappelle que le manque d'information et de préparation fait que beaucoup, notamment les offenseurs, s'attendaient à un avertissement classique ayant beaucoup plus un aspect répressif. Il trouve donc beaucoup plus équitable un avertissement réparateur quand bien même il y aurait eu des difficultés de préparation, d'information, en comparaison avec le système classique. C'est quelque chose qui leur apparaît plus équitable. Oui, reprécisons aussi ça, c'est vrai que donc non seulement les potentiels offenseurs en fait sont peut-être innocents de ce qu'on leur accuse, mais bon voilà, mais en plus, une large majeure partie, à peu près 2/3 des offenseurs, ne savaient pas avant d'arriver dans le commissariat qu'ils allaient faire une séance de réunion de justice réparatrice d'une demi-heure. Donc, effectivement, partant de là, ça peut un tantinet biaiser les résultats. Puisque, en gros, comme le dit là l'étude, ils s'attendaient en fait à arriver au commissariat et se prendre en gros un gros tollé dans les dents. Et finalement, on leur dit on va discuter, on va faire une petite réunion avec la personne que tu as lésée, ou en tout cas qu'on t'accuse d'avoir lésé, et vous allez boire un petit café et discuter pendant une demi-heure en présence d'un policier et de 2 chercheurs. Tu m'étonnes que ça joue un petit peu sur le ressenti à la fin. Si t'étais arrivé en te disant je vais juste me faire défoncer la gueule et qu'au final il se passe juste ça, tu fais ah oui en fait c'est cool. Ok. De toute façon, la justice réparatrice institutionnalisée va systématiquement récupérer les problèmes des institutions et vider ces formes de justice de leur substance émancipatrice et libératrice. Tout à fait. Je vous rappelle encore une fois ce qu'on a lu tout à l'heure. Enfin, vous rappelle si vous étiez là. Tout à l'heure, il y avait justement un des policiers qui avait sorti aux chercheuses. Je fais en fonction de ce que vous m'avez dit comme recommandation. Mais revenez un autre jour et vous verrez comment est-ce que moi je mène, comment est-ce que moi je fais ma justice réparatrice et c'est plus efficace. Et t'es là en mode, non, non, clairement pas, clairement pas. Non. En institution, ça fait de la merde parce que c'est une institution. Et on retombe sur ce qu'on a déjà dit sur l'institution. Les institutions, elles sont plus fortes pour se pérenniser, elles, en tant qu'institution, que pour être efficaces. Donc partant de là, voilà. Je continue. Pourquoi donner ça à un flic aussi? Parce que c'est l'institution et qu'elle n'a pas envie de lâcher. Les flics, c'est quand même un pouvoir politique non négligeable. Ils ont certainement pas envie de voir arriver des psychologues, des personnes issues des sciences humaines et sociales qui vont dire attendez, en fait on va pas faire dans le répressif, en fait on va pas faire dans le racisme, en fait on va pas faire dans la discrimination, en fait on va discuter, on va échanger, on va essayer de faire des choses bien. Non, ils ont pas envie de lâcher ne serait-ce qu'un morceau de l'Est là-dessus. Ils ont envie absolument de garder ça et donc ils font jouer leur pouvoir politique et ça marche très bien. Et donc ils arrivent à forcer pour que ce soit au sein des commissariats, ils arrivent à forcer pour que ce soit du coup un membre de la police qui le fasse, qui n'a pas forcément de formation, en plus de ça. Bref, voilà. Il juge également que la facilitation a été bien menée pour 92% des accompagnateurs de victimes, 71% des victimes, 62% des offenseurs, 57% des accompagnateurs des offenseurs. Ouais. Là aussi, on voit plus de satisfaction que le contraire, mais les participants n'ont pas forcément une grille de lecture sur ce qui serait une bonne ou une mauvaise facilitation. Les chercheurs ont donc essayé de voir s'ils se sentaient mieux ou moins bien après la facilitation.
Ils ont répondu mieux pour 83% des accompagnateurs de la victime. 69% pour les victimes, 60% pour les offenseurs, 25% pour les accompagnateurs d'offenseurs. On voit que l'effet est beaucoup plus positif que négatif pour approximativement toutes les parties. Ce qui revient souvent dans les entretiens est le sentiment que l'affaire est vraiment réglée, qu'elle est terminée. Les plus affectés négativement ou pas affectés sont les accompagnateurs des offenseurs. Sans doute parce que pour la première fois ils sont intégrés à la situation négative. Cependant, certains sont contents parce que la situation est éclaircie. Je me sens mieux. Mieux parce que cela m'aide en fin de compte à mieux communiquer avec ma fille. Bon, on va aussi rappeler le coup du papa de tout à l'heure qui était en train de dire aux flics « Cassez la gueule à mon enfant », comme ça il comprendra que c'était une connerie. Voilà. C'est aussi en partie pour ça que la justice transformatrice semble plus obscure. Il s'agit aussi de tenter d'empêcher sa récupération institutionnelle. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est très très bien. De toute façon, ici, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, mais on veut abolir la police, hein, pas juste la Bravem ou je ne sais quelle compagnie ou ce que vous voulez. Non, on veut abolir la police, on veut abolir le gouvernement, on veut abolir les prisons. Hein, voilà, remettre tout à plat. Ça c'est bien, ça. Voilà. Faites ça, please. Ceux les plus satisfaits sont les accompagnateurs des victimes, sans doute, car c'est une occasion pour eux d'aider et de résoudre le problème d'un proche. Ce qui est rigolo. Enfin, rigolo, façon de parler, hein, mais effectivement, ils sont pas directement concernés par le processus. Donc, du coup, ils n'ont pas vraiment de côté si négatif que ça dedans. A contrario, comme ils sont intégrés dans le processus, comme là c'est dit, ils doivent avoir l'impression de pouvoir aider, de faire quelque chose pour la personne qu'ils accompagnent et qui a subi quelque chose. Du coup, c'est assez logique pour l'instant. Les résultats sont assez logiques. Pour les victimes, c'est tout un cheminement qui passe par plusieurs émotions. Ici, une victime raconte comment elle était confuse, oscillant entre affection pour l'agresseur, pitié, mais s'oubliant néanmoins dans le fait d'être victime, ayant le droit d'être en colère, de demander réparation. Même si le processus de réparation semble avoir échoué sur le fait que l'offenseur reconnaisse ses torts, quelque chose a été néanmoins éclairci pour la victime. Je pense que j'étais plus confuse que mon partenaire en ce qui concerne le tiraillement entre mes affections pour l'agresseur et mon côté maternel. Et je ne le suis plus maintenant. Je pense que c'est une des choses que la conférence a faites pour moi, que je me sens beaucoup plus au clair maintenant que je ne l'étais. Je pense que je suis tellement consciente de ce qu'il n'a pas eu en termes de soutien émotionnel que je laisse cela s'installer un peu. J'ai trouvé qu'il était assez difficile d'être en colère contre ce qu'il a fait, en fait de façon tout à fait appropriée. Il est juste que nous soyons en colère contre ce qu'il a fait. Et pensez-vous que la conférence vous a aidé à réaliser qu'il était approprié d'être en colère ? Je pense que oui. Lorsque j'ai réalisé qu'il n'avait aucun remords sur ce qu'il avait fait, cela me fait sentir beaucoup plus en colère et de façon appropriée. J'ai eu beaucoup de mal à me ressentir victime, ce qui peut vous sembler étrange, car à un certain niveau, on s'attend presque à ce que ces choses se produisent, mais ça ne justifie pas, et ne devrait pas justifier cela. Après la réunion, vous vous sentez mieux ou moins bien? Je me sens plus clair à ce sujet, vous savez. Cela montre ce que je ressens, je pense. C'est intéressant ça aussi, c'est intéressant pour le coup. Je pense qu'on a déjà une première base de justice réparatrice qui présente à savoir le principe d'individualisation des peines et de prendre en compte les personnalités de l'accusé. Même si ça conduit à prendre compte sur le papier le contexte dans lequel évolue l'individu, mais sa mise en œuvre est pas évidente et c'est mal vu par les droitos qui jugent l'approche de laxiste. Mais oui, mais en même temps les droitos ils passent leur temps à juger laxiste et pourtant c'est les premiers à essayer d'esquiver tous les trucs qu'ils font, hein, et pourtant ils en font. Hein. Bordel. On va couper la VOD là-dessus parce que sinon elle va être beaucoup trop longue. Petite fougère de YouTube, on arrive sur les résultats à long terme. J'espère qu'en tout cas cette VOD t'a plu et que toutes les conversations qu'il y a eu à côté aussi. Des bisous, à tantôt, ciao ciao ciao.